Voilà, la pause a été courte. Joseph Confavré de la rédaction de Mediapart qui suit justement la vie intellectuelle, la vie des idées pour le journal pour essayer de voir avec 4 invités justement si ces années 2010 en France eh bien, sont marquées, caractérisées par un esprit de réaction, un esprit de fermeture avec 4 invités, une historienne, Arlette Farge, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous travaillez au CNRS. Votre dernier ouvrage, je crois que c'était au printemps dernier, publié chez Bayard, Le peuple et les choses, Paris au XVIIIe siècle. Vous avez beaucoup travaillé sur le peuple, ses us et ses coutumes. Et puis un étranger, bonjour, c'est à vous que je donnerai la parole, puisque vous nous regardez, vous regardez la vie intellectuelle française depuis des années. Vous vous appelez Sudhir Hazare Singh, j'espère que j'ai à peu près prononcé votre nom impeccable correctement. Vous êtes mauricien et vous publiez ce livre chez Flammarion, Ce pays qui aime les idées, histoire d'une passion française. Et donc ce pays qui aime les idées, eh bien c'est la France. Jean-Pierre Filiou, bonjour. Vous êtes spécialiste du monde arabo-musulman et vous avez publié beaucoup de livres jusqu'à ce dernier qui est un peu une somme pédagogique dans votre travail. C'est publié aux éditions de la Découverte, Les Arabes, leur destin et le nôtre, histoire d'une libération. Et puis le 4e invité est un des fondateurs de Mediapart. Edoui Plenel, c'est un journaliste, mais aussi un intellectuel. Alors, première question, est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec notre constat? C'est la fin de votre livre, que j'ai lu avec attention, mais est-ce qu'il vous semble que le succès d'un certain nombre d'intellectuels, vous parlez par exemple beaucoup d'Alain Finkielkraut, vous parlez de quelqu'un qui est plus un polémiste, disons un journaliste Éric Zemmour, et vous avez l'air de dire que oui, depuis un certain temps, la France est dans une phase comme ça, où finalement, eh bien, le côté réactionnaire est devenu beaucoup plus à la mode que finalement les intellectuels progressistes. Et d'ailleurs, ce qui laisse de vous surprendre, parce que la France, à travers le monde, depuis fort longtemps, est connue, respectée, admirée pour ses intellectuels progressistes. Et tout d'un coup, est-ce que c'est l'inverse qui se passe? C'est le moment dans lequel nous sommes. En fait, ça date pour moi de la fin du XXe siècle, de la fin du communisme en partie, et l'arrivée d'une certaine désillusion parmi les penseurs de gauche. Et donc il y a une certaine tradition pessimiste qui renaît à gauche à ce moment-là. Il y a une certaine perte des repères idéologiques, et ça me semble continue d'être le cas jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a eu l'élection de François Hollande en 2012 avec la promesse du changement. Mais bon, comme le changement, comme vous venez d'en discuter, le changement n'est pas toujours été n'est pas encore au rendez-vous. Il y a cet aspect de perte de repères idéologiques qui est toujours présent. Mais il me semble qu'il y a aussi 2 autres éléments. Il y a une montée en puissance aussi, depuis la fin du XXe siècle, d'un nouveau discours réactionnaire, avec des gens comme Alain Finkielkraut, Zemmour, dans la littérature aussi, des gens comme Houellebecq. Alors, ce nouveau discours réactionnaire occupe une place prééminente du fait justement que la pensée traditionnellement progressiste est de moins en moins présente. Donc, il y a une occupation du terrain par cette nouvelle pensée réactionnaire. Et puis, il y a un 3e élément qui me semble aussi être important. Il y a ce que j'appelle un espèce de néoconservatisme républicain. Parce que les choses ont bougé aussi intellectuellement au sein de la sphère républicaine, et on a un discours de plus en plus nostalgique, un discours de plus en plus tourné vers le passé. Il y a une espèce d'idéalisation de la Troisième République qu'on voit dans différents petits exemples. François Hollande qui va s'agenouiller devant la statue de Jules Ferry, qui est quand même un symbole assez étrange pour le début du XXIe siècle. Sur le débat sur la laïcité, on ne fait que dire qu'il faut revenir à la loi de 1905, mais nous sommes en 2015, alors il y a quand même quelque chose d'étrange qui se passe là. On écoute des gens comme Jean-Pierre Chevènement, il ne parle que de revenir vers le souverainisme, et sous-entendu là, c'est encore une fois le retour à une république telle qu'elle était autrefois. Et cette nostalgie me semble sous-tendue d'un certain conservatisme, et j'en parle aussi dans le livre. Joseph.
Juste pour prolonger là-dessus, vous parlez d'un autre personnage important qui est Julien Binda, qui dans les années 30 parlait de la trahison des clercs, mais il a un texte 2 ans plus tard qui s'appelle « De la réaction ». Est-ce que chaque époque a part ses réactionnaires? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une menace plus forte des intellectuels réactionnaires? Est-ce qu'à l'époque, on va dire que c'était on dénonçait la décadence et pas le déclinisme, mais on est sur des choses propres? Est-ce qu'il y a une spécificité pour vous aujourd'hui? Non, c'est-à-dire que la France a toujours eu une pensée réactionnaire très puissante et du point de vue, disons, un peu objectif de l'historien des idées, il me semble que la pensée réactionnaire française a été très créatrice. Lorsque vous lisez des gens comme Joseph de Maistre ou au début du XXe siècle, vous lisez Charles Maurras. Maurras, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Bon, je n'aime pas du tout ce qu'il dit, mais il prend une doctrine qui est une doctrine nouvelle, qui est la doctrine positiviste, et il l'accouple à sa pensée monarchiste. Et il fait quelque chose de nouveau. Et ça, c'est très intéressant, même si on n'est pas d'accord, même si c'est quelqu'un de répréhensible moralement et de fondamentalement raciste, mais c'est intéressant du point de vue intellectuel. Alors que les réactionnaires d'aujourd'hui, ils ne sont plus du tout, ils me semblent créatifs. C'est-à-dire qu'ils ne font que gémir, et ça, c'est pas très intéressant. Hein, c'est pas vraiment une pensée, le gémissement. Mais ce qui me semble différent, c'est que tout le temps, nous avons eu des réactionnaires en France, mais ils étaient contrebalancés par des progressistes. Ce qui a disparu aujourd'hui, j'espère, provisoirement, c'est qu'il n'y a plus à côté, pour contrer cette pensée réactionnaire, une nouvelle pensée progressiste. Est-ce que vous partagez ce constat, Arlette Farge? Moi, je voudrais dire quelque chose d'abord. Je voudrais dire que s'il y a déclinisme, s'il y a décadence, comme vous le disiez, je pense qu'il y a quelque chose qui est, pour un historien, totalement délirant, enfin, pour moi, historienne, c'est l'effacement volontaire de la part à la fois des littéraires, des Houellebecq, des je sais pas quoi, des philosophes, tous les gens dont vous avez prononcé les noms, Finkielkraut, etc., un effacement volontaire des années 70-80 pour dire que de toute façon, elles ont été absolument négatives, mais ça serait rien. On a le droit de dire que la pensée de 70-80, on a le droit de critiquer Foucault, on a le droit de critiquer Bourdieu, on a le droit de dire que Barthes, etc. Ça a été beaucoup fait. C'est même devenu une spécialité universitaire. Mais jamais, et Dieu merci, parce que ça donnait des outils pour l'intelligence. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On dit, enfin, qu'est-ce que j'ai lu chez Laurent Binet, par ailleurs, ce charmant jeune homme. Alors, Laurent Binet, juste en cette rentrée littéraire, livre chez Grasset, qui publie un gros roman, oui, une fiction, dont le postulat est en gros « Et si Roland Barthes avait été assassiné ». Oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est un mélange de polar et de... Voilà, ça m'est un peu tombé des mains, donc je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas fini. Je comprends, moi je l'ai fini parce qu'il fallait... Mais c'est un jeu de massacre, disons, sur l'élite intellectuelle de l'époque. Mais c'est un jeu de massacre qui est extraordinairement, représentatif de ce qui se passe en ce moment. Effacé. Alors, qu'est-ce que peut être effacé, le passé? Ça n'existe pas. Pour une historienne, moi, je ne peux même pas y penser. C'est-à-dire, 70-80, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas l'effacer. Après, on peut je ne sais pas, le fusiller, le critiquer, mais on ne peut qu'avancer à partir de lui. Et moi, je pense que quelque chose du déclinisme, qui est tout à fait différent de ce qu'il a été pendant toutes les époques, parce que c'est vrai, on a toujours dit ça décline, ça descend, etc. C'est que là, on est dans quelque chose de totalement différent. Même Soumission de Houellebecq ou d'autres livres. Et si je veux parler de l'histoire, si vous me le permettez, si je veux parler d'histoire, je dirais que l'histoire, elle s'est dépassionnée. L'histoire, elle devrait être passionnée. Alors, elle est passionnée quand il s'agit du négationnisme, de la Shoah, et Dieu soit loué. Mais c'est finalement devenu une discipline vachement, vachement, c'est pas bien, tranquillement dépassionné totalement. Il ne faut pas qu'il y ait d'éruption nulle part. Il faut qu'il y ait des continuités, des discours continuistes, etc. Alors, heureusement, il y a des
il y a des exemples différents. Un certain unanimisme, vous trouvez? Ben voilà, et puis surtout une histoire qui n'accepte pas les disruptions, les interruptions dans la linéarité. En fait, l'histoire, elle est faite pour déranger. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a les médias en même temps, parce qu'on a Stéphane Bern tous les soirs. Moi, je peux plus. Moi, j'ai la tête comme un gong hein, quand il arrive. Alors, il y a tous les monuments, d'accord, il y a Louis XIV, et personne ne dira que la fin 1695-1709, c'est 2 millions de personnes sur 20 millions en France qui vont mourir. Non, mais ça, tout le monde s'en fout. Bon, donc, je trouve que c'est terrible, parce que je trouve que l'histoire a eu quelque chose qui est devenu... il y a des exceptions, hein, je pense à ce merveilleux livre de Patrick Boucheron, Prendre date, qui a donné un tonus formidable à notre discipline et à la vie politique. Mais moi, je suis triste. Il n'y a qu'une seule chose qui fait qu'on n'y touche jamais. C'est l'histoire des femmes. Ça, on n'y touche pas, parce que de toute façon, là, ça fait peur. Et en plus, on n'y touche pas parce que, en plus, malheureusement, elle n'a pas été politique d'emblée. Elle est devenue politique, pour le meilleur et pour le pire. Mais au début, elle n'était pas politique. Mais faire une histoire qui s'écarte, qui s'en va vers les écarts, vers les interstices, vers la rareté des archives, vers les archives de la rareté, on peut mettre les deux mots, ça, vous êtes pris tout de suite pour une vraiment bizarre bonne femme, quoi. Et je pense qu'il manque de la passion. Parce qu'il y aurait de la passion, il n'y aurait pas des espèces de machins, là, des Welbeck et des trucs, j'ai plus leur nom, les Finkielkraut, enfin, c'est pas des trucs, c'est des gens. Je respecte tout à fait dans leur. Mais juste à la Farge, pour prolonger, parce que vous avez quand même travaillé avec un des grands intellectuels progressistes que la France ait connu, à savoir Michel Foucault. Est-ce que ce qui se distingue, au-delà des positions, les intellectuels aujourd'hui dont on parle, c'est pas l'abandon complet de la question sociale? Parce que vous qui avez beaucoup travaillé sur le peuple, une des caractéristiques de Foucault, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, qu'on le critique ou pas, c'est qu'il était attentif à cette question-là. Alors que la manière dont des gens comme Finkielkraut ou d'autres conçoivent ça, c'est sans le peuple. Est-ce que cette coupure entre les élites et le peuple, les élites intellectuelles et le peuple, elle s'est accentuée pour vous? Bien sûr, elle s'est effectivement énormément accentuée. Et si vous voulez, on a eu beau dire tout ce qu'on a pu dire sur Foucault. Foucault, c'était vraiment... Voilà, son texte le plus resplendissant, c'est sans doute celui qu'il fait sur l'infâme, et celui qui est justement celui qui est visé par la répression et qui est sous le joug du pouvoir avec tous les mécanismes. Alors, c'est pas du tout quelqu'un qui justement va faire du social l'arme à l'œil. Et c'est ça qui est très très important pour moi, c'est que je pense que quand on travaille sur le peuple, et c'est gênant parce que j'en fais pas partie, enfin j'en fais partie comme vous toutes, mais je ne suis pas... voilà. Quand on parle du peuple, il faut savoir tout de suite qu'on domine le peuple. Et ce que j'aimais dans son idée d'intellectuel spécifique, c'est qu'il se préservait de cette idée-là d'une domination sur le peuple, et que justement, quand il parlait du peuple, c'était toujours pour le mettre en rapport avec le pouvoir et les mécanismes de pouvoir, et pour toujours articuler sa vie, sa pensée, son imaginaire, comme aurait dit Rancière d'ailleurs, même s'ils n'étaient pas tout à fait proches l'un de l'autre, c'était pour l'articuler toujours avec l'ensemble des mécanismes du pouvoir, de l'économie, de l'intelligence, etc. Et de ce côté-là, c'était quelqu'un de... Voilà, mais de toute façon, les gens, ils vous disent tout le temps, il est mort il y a 30 ans. Et il n'y a plus rien à dire après. Ah ben, il est mort il y a 30 ans, ok, Victor Hugo aussi, mais il y a plus longtemps. Père Filliot, quand vous intitulez votre livre « Les Arabes, leur destin et le nôtre », presque le sous-titre, si j'en crois l'état des lieux qu'on vient de faire, le sous-titre « Leur destin et le nôtre » est presque déjà une provocation, ou en tout cas à contre-courant d'un peu tout ce qu'on entend toute la journée. En tout cas, un appel à une réflexion qui n'irait pas soi-disant de soi. On voit bien que, au-delà même des disciplines intellectuelles représentées, la demande sociale et médiatique pour quelqu'un qui est censé parler la langue, connaître le monde arabe, être un peu féru d'islam, eh bien on lui demande de faire peur. On ne lui demande pas d'expliquer. On lui demande de faire peur.
et d'effrayer le bourgeois à la télé, dans les colonnes, à la radio, et donc de se construire comme médiateur social de cette peur et de dire ces gens sont terribles, affreux, d'ailleurs vous ne pouvez absolument pas les comprendre, ils sont complètement différents, ce sont des autres absolus. C'est là qu'on retrouve cette figure au cœur du discours réactionnaire, pour ne pas dire plus, qui sévit actuellement. Et donc, on attend ça. Donc, moi, je ne dis pas qu'il faut avoir peur. Je dis que c'est de l'histoire et que l'histoire, elle continue, qu'on est dans une libération, un mouvement de lutte pour l'autodétermination. J'essaie, avec les outils que j'ai, de replacer les peuples arabes au cœur de cette histoire qui a trop longtemps été focalisée sur les têtes, sur les régimes, à cause d'une surreprésentation, valorisation de l'histoire diplomatique des rapports d'État à État, des archives plus ou moins secrètes, qui faisaient comme si l'histoire de l'Égypte, c'était celle de Nasser, puis celle de Sadat, puis celle de Moubarak, etc. Alors qu'on occultait les mouvements sociaux, on occultait ces forces profondes de ces sociétés qui, à mon avis, ont toujours été à l'œuvre, même s'il y a énormément de travail à faire, énormément d'archives à ouvrir, énormément d'études à faire. Et aujourd'hui, on voit bien que les financements pour la recherche, et pas uniquement évidemment en histoire, en sciences politiques, anthropologie, etc., faut parler des djihadistes, faut parler de la radicalisation. Et si vous faites ça, vous décrochez une bourse, un programme, etc. Par contre, si vous commencez à dire l'histoire du mouvement national, l'histoire du mouvement syndical, l'histoire... Là, c'est vraiment la prime au conformisme, pour le coup. C'est plus que le conformisme, c'est la prime à l'ennemi près de chez vous, à l'ennemi intime, vu qu'il s'agit de construire un ennemi. Alors, ce processus, il n'est pas que français, la vague de fond, elle vient, et elle est aussi intellectuelle, académique, on le sait, du 11 septembre, où du jour au lendemain, des sommes colossales, j'insiste sur le mot colossal, ont été déversées sur cette soi-disant discipline qu'on appelle les Security Studies ou les Terrorism Studies. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est en termes intellectuels ni en termes de méthodologie, mais je peux vous dire, ça rapporte très gros. Et on fait une espèce d'amalgame, et on vous construit des profils, on vous construit des parcours, et on voit bien que dans tout ça, on évacue l'environnement social, politique, et pour ce qui m'intéresse le plus, et ce en quoi je peux contribuer au débat public, la profondeur historique. Et à partir du moment où on évacue la profondeur historique, on est condamné à annoncer des clichés, et on est condamné, et c'est malheureusement le cas aujourd'hui, à une fascination qui est de l'ordre de la sidération envers les djihadistes, qui littéralement dictent l'agenda. On voit bien que quand on se pose enfin la question de qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans au Moyen-Orient, on le fait parce que des djihadistes devant une caméra ont détruit au bulldozer un mur de sable sur ce qui est la frontière entre la Syrie et l'Irak, et on fait comme si c'était ça le problème, et que le problème du Moyen-Orient était le problème de frontières qui ont été... C'était effectif, c'était incontestable, absurde, injuste, inique, établi par les mandataires français et britanniques. Sauf que les frontières, c'était qu'un élément d'un grand tout, qui était la grande dépossession des peuples arabes de leur droit fondamental, légitime, imprescriptible à l'autodétermination après le premier conflit mondial, où ils s'étaient engagés comme des alliés à notre côté. Et au lieu de les considérer comme des alliés qui avaient contribué de manière significative à la défaite de l'armée germano-turque au Moyen-Orient, on leur envoyait la troupe. Et on les a caricaturés. Il faut actuellement, pour montrer où on en est du débat public, relire l'essai qui vient d'être republié chez Folio, le premier reportage publié de Kessel en 1926 en Syrie. On voit qu'effectivement, il a énormément de disciples aujourd'hui. On a droit à tout, l'Orient compliqué, les minorités, l'islam incompatible avec la démocratie, puis évidemment nos braves petits piou-piou qui vont bombarder. Alors ce n'était pas les barils à l'époque comme dans l'aviation d'Assad, mais Kessel lui-même
il a l'élégance de le reconnaître et de le décrire, vole au-dessus de Souaïda dans le Djebel Druze, et on lui demande d'ouvrir l'écoutille et de balancer un obus. Et il trouve tout à fait normal. On lui dit, ben, il y a une maison, il y a des gens en bas, vous balancez l'obus. Donc, effectivement, l'inhumanité là-dessus n'a pas énormément progressé, mais le débat, il a très certainement régressé. Mais ce que vous êtes en train de décrire, c'est que cet appauvrissement du débat intellectuel et cette forme d'amnésie dont vous parliez tous les deux, amnésie historique, sert à quelque chose. C'est-à-dire que cet appauvrissement permet, et le retour de cette histoire officielle, l'histoire des régimes, l'histoire des frontières, de la colonisation, permet de faire des politiques, de faire une politique justement simple, brutale, et qui empêche toute complexité. Alors, moi, je crains d'être encore plus noir que vous. Je crois qu'il n'y a plus de politique. Et c'est bien ça qui me fait peur. C'est qu'on est face à une région dont le devenir engage le reste du monde. Et on n'est plus que dans le réflexe, le pavlovien, évidemment, avec la promotion des passions les plus basses, hein, et j'assume totalement mon jugement de valeur. Alors que il faudrait évidemment anticiper, c'est-à-dire plutôt que de croire qu'on pourra restaurer l'ordre qui n'en était pas un, qui était une infamie, qui était ce syndicat des dictateurs qui tenait tous ces peuples sous le joug. Et cet ordre, il a sombré en 2011. Il faut le dire, il faut le répéter, il ne reviendra jamais. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une violence inouïe. Et très honnêtement, je suis chaque jour effaré, tout en connaissant la barbarie de ces différents despotes, par les niveaux d'horreur auxquels ils sont prêts à se livrer. Cet ordre ne reviendra pas parce que cet ordre est intenable, d'abord parce que les peuples le refusent. J'idéalise pas les peuples, hein, j'en fais pas non plus une catégorie sui generis. Ces peuples sont organisés, alors ils sont organisés dans des partis, dans des syndicats, dans des associations, dans des comités. En Syrie, c'est essentiellement des comités non partisans, mais à base locale qui agissent. Mais ces gens-là ne reviendront jamais en arrière, tout simplement parce qu'ils savent que revenir en arrière, c'est l'extermination. Ce n'est pas juste une défaite politique, c'est la liquidation avec tout ce que ça implique. Mais surtout, il faut voir que ces régimes sont en banqueroute partout. Et quand je dis banqueroute, c'est très clair. C'est-à-dire qu'un Sadat, un Moubarak, arrivait à faire tourner l'Égypte et son appareil répressif avec quelques milliards de dollars par an des États-Unis ou du Golfe. Sisi, il en engloutit 20 par an. Hein. Donc ça n'est tout simplement pas tenable. Et donc qu'est-ce que ça va produire ? Ça va produire du Daesh, hein, donc du djihadisme, du terrorisme, avec ce qui s'est passé dans les rues de Paris en janvier dernier, et tout ce qui aurait pu se passer en France depuis. Et on a eu une chance incroyable qu'on n'ait pas eu d'autres tragédies, jusqu'à y compris le Thalys tout récemment, et puis les émigrés. Quand on a Assad qui a littéralement expulsé la moitié de sa population hors de ses foyers, et il va continuer à le faire. Assad est une machine à produire du djihadisme et à produire du vide. Donc on est aujourd'hui avec 4 millions de réfugiés. Moi j'ai passé une partie de l'été justement à enseigner l'histoire arabe en arabe dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie. Tous ces gens ne demandent qu'à rentrer chez eux. Comme tous les réfugiés qui ont été poussés par l'horreur à quitter leur foyer. Mais ils disent une chose très simple, tant qu'Assad est là, on ne rentrera jamais. Alors il y a un moment où effectivement on pourrait peut-être mettre en relation ceci avec cela, plutôt que d'entendre de soi-disant réalistes, qui sont encore plus irréalistes que tout, nous prêcher un retour à l'ordre des dictateurs qui ne reviendra plus jamais. De même que les néoconservateurs étaient des apprentis sorciers qui nous ont amenés à l'invasion de l'Irak et avec malheureusement la caution de certains intellectuels comme Bernard Lewis qui leur ont fourni l'accompagnement intellectuel. Mais ce qui, je dirais, est rassurant et inquiétant, c'est qu'au bout du bout, ces intellectuels, quelles sont les deux phrases de conclusion ? C'est « les Arabes ne comprennent que la trique ».
il faut vraiment faire beaucoup d'études pour en arriver à ça. Et l'islam est incompatible avec les libertés. Et bien, dans les deux cas, l'histoire prouve le contraire. Elle ne prouve pas forcément que ça ne se passe jamais, mais au moins qu'il y a d'autres possibles. Oui, juste pour rebondir sur cette incapacité à parler des complexités, il y a une chose qui me frappe toujours dans le discours public en France, c'est que lorsqu'on parle des gens qui sont d'origine, qui viennent des colonies, on dit des Français d'origine algérienne ou malienne, et c'est très difficile en France de parler de l'identité au présent. Et de manière complexe. Alors là, c'est vraiment une question de langage, parce que lorsqu'on est en Angleterre ou aux États-Unis, on peut avoir une identité qui est hybride. C'est-à-dire, moi, je suis considéré comme British et Asian, donc British Asian. Vous pourrez aux États-Unis être African American. Donc vous êtes américain, bien entendu, mais vous êtes en même temps, vous avez une composante de votre identité qui est africaine. La difficulté en France, c'est que ce métissage ne semble pas possible au niveau du langage. Alors, on en revient toujours à l'origine. Mais l'origine dit ce que la personne était il y a 20 ou il y a 50 ans, pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et si on était vraiment rigoureux et logique, on devrait dire que Nicolas Sarkozy est un Français d'origine hongroise, que Manuel Valls est un Français d'origine espagnole, que Nathalie Kosciusko-Morizet est une Française d'origine polonaise, etc., etc. On ne le dit pas. Donc, cela peut sembler être de la sémantique, mais il me semble que derrière cette sémantique, et c'est pour rebondir sur ce que disait Jean-Pierre Filliou, il y a vraiment un désir d'écarter une certaine partie de la communauté et de les mettre dans un coin. Et ça, il faudra trouver d'autres éléments de langage, il me semble. Allez, Farge, un mot avant que je donne la parole à Edoui. Je pense que ce n'est pas qu'une question de langage et de sémantique, c'est que l'histoire en France, c'est fondé sur le roman national. Et c'est quelque chose d'extraordinairement profond. Il y a encore 3 ou 4 ans, il a fallu lutter contre Sarkozy pour qu'il n'y ait pas ce musée de l'identité nationale et du récit national. Et ce n'est pas que de la sémantique, c'est l'idée absolument profonde, vraiment, qu'effectivement, il y a une histoire, un roman national qui s'écoule tranquillement. Et puis, il y a des gens qui arrivent et qu'il faut dire donc qu'ils sont d'origine extérieure à ça. Mais ce n'est pas que de la sémantique, c'est profondément idéologique, conservateur et philosophique. Enfin, philosophique au sens bas du terme, si vous voulez. Et Louis Plenel, est-ce que justement ce débat intellectuel dont on parle est bien sûr aussi une arme idéologique avec ce que vous appelez, je crois, le rétro-républicanisme ou quelque chose comme ça, justement, sur ces questions d'identité, de provenance, d'origine? Les intellectuels dont on parle, qui dominent la rentrée dans différents registres, Finkielkraut, Zemmour, Onfray ou Houellebecq, à la différence de nos invités, ce sont des purs idéologues. Ils sont dans un rapport de production vitupérante, parfois talentueuse. Je ne discute pas les talents littéraires de Houellebecq, mais d'une vision profondément idéologique, où il n'y a pas de travail sur le réel. Je voudrais insister là-dessus, parce que je pense qu'au fond, et on en parle pour notre prochain numéro de la Revue du Crieur, il y a chez eux une haine du réel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller travailler le réel. Ils peuvent le faire rentrer dans leur idéologie, dans leurs préjugés, dans leurs convictions qu'ils ont au préalable, mais aller travailler l'archive, aller lire tout le monde dans le débat intellectuel, aller lire dans la langue, non, ça n'existe pas. Et du coup, ils sont dans la haine des causes. C'est très frappant dans le discours de cette période récente. La sociologie, et un publiciste, hélas, médiatique, Philippe Val, l'a fait. La sociologie, c'est la culture de l'excuse. Vous essayez de comprendre d'où vient un individu dans la société, vous voulez l'excuser. Donc vous voulez excuser les criminels. Il n'y a que du présent. De la même manière, il n'y a pas d'histoire. On l'a vu au moment de la crise grecque. Penser l'Europe comme
une question historique, avec des peuples, avec des sociétés, avec des relations, avec de la mémoire, et pas simplement du présent, et qui serait l'éternité de la marchandise interchangeable. Alors, je voudrais insister parce que, en étant totalement d'accord avec ce qui a été dit, je crois qu'il y a à la fois la rencontre d'une époque qui n'est pas propre à la France, hein, ce vieux monde qui a du mal à mourir, ce monde nouveau qui a du mal à naître. C'est la caractéristique des périodes de transition. Et comme le disait Antonio Gramsci, dans ces moments intermédiaires surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Donc la décadence, le déclin, le repli, et on retrouve Joseph de Maistre, et on retrouve Charles Maurras, on retrouve une très vieille tradition française qui a en effet d'autres talents intellectuels, qui est au fond les vrais ennemis de la République. Oui. De la République comme mouvement, pas comme immobilité, de cette promesse d'égalité. Charles Maurras, de Metz, c'est « nous sommes inégaux ». Les hommes sont supérieurs aux femmes, des cultures sont supérieures à d'autres, des religions sont supérieures à d'autres. Alors, dans ce moment qui n'est pas propre à la France, je crois qu'en même temps, et c'est le mérite de votre livre de le montrer, et de l'interpellation et du travail d'Arlette depuis très longtemps, surgit une question française. Et c'est là où ça nous requiert. Et pour moi, si je devais la résumer en quelques mots, il y a une double question française sur la longue durée qui est à la fois le rapport à la démocratie et le rapport au monde. La vision de la démocratie comme une verticalité, c'est notre tradition bonapartiste, césariste, présidentialiste, d'uniformisation, y compris la France elle-même s'est construite comme un empire, les Bretons et d'autres le savent, l'assimilation, le continent, la norme unique, hein, le grand un, le grand même. Et puis, le rapport au monde, du coup projeté de la même manière, cette France prétendant projeter l'universel et ayant construit un rapport, pour le meilleur aussi, et pas seulement pour le pire, un rapport dans un monde où elle énonçait la règle, qui était du fort au faible. Et là, pourquoi aujourd'hui les questions que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire de l'authentique diversité de notre peuple, le fait que nous soyons une Amérique de l'Europe, et que c'est ça qu'ils refusent, au fond, la prégnance de la question coloniale, c'est que pour moi, c'est le nœud de toutes ces questions. C'est-à-dire que la question de la diversité du peuple, de ses origines diverses, de ses croyances diverses, de ses cultures diverses, de comment nos classes populaires se sont régénérées ces 100 dernières années, est totalement imbriquée aussi à la question démocratique, du respect des minorités, d'un certain libéralisme au sens politique du terme, de la diversité, de la pluralité. Et donc tout ça fait sens. C'est-à-dire que ce républicanisme conservateur et l'islamophobie et le refus de l'étranger, de l'autre, etc., tout cela va ensemble. Et c'est là où, quelque part, je voudrais mettre un grain d'optimisme. Parce que bien sûr, hein, ici, nous ne sommes pas le média dominant. Et en même temps, ce que nous représentons est porteur de l'imaginaire dans la France telle qu'elle est, telle qu'elle vit, telle qu'elle travaille. Je pense qu'on a besoin, y compris dans la crise européenne et dans la crise française, d'un imaginaire qui ne soit pas celui de la puissance continentale, de l'uniformisation. Au fond, on a besoin d'un imaginaire d'archipel, d'un imaginaire de diversité, de pluralité. Et en ce sens, nous avons une chance, même si nous sommes actuellement dans le moment plutôt dramatique, c'est que nous sommes le seul pays d'Europe qui a un tel rapport aux outre-mer, aux ultramare, à la diversité du monde. Et il devrait, au contraire, en faire levier pour inventer son nouvel imaginaire. Et je crois que là, nous sommes au cœur, y compris dans le travail sur le peuple, parce que c'est l'effacement du peuple. D'Arlette depuis très longtemps. J'ai amené quelques anciens livres qui sont là, y compris cette trouvaille extraordinaire de ce texte qui proposait de rétablir l'esclavage avant la Révolution, d'établir, pardon, l'esclavage en France même, le travail sur l'opinion publique, enfin, tout ces... et votre travail sur la relation au grand autre. Si nous vivons une époque désorientée, c'est parce que nous avons oublié notre Orient depuis 5 siècles. Et donc c'est cette question qui est au cœur de notre crise. Et notre Orient, il est d'abord ce monde que l'on a appelé, selon les moments, c'est un monde arabe,
avec ses diversités, berbères et autres. Comme vous l'expliquez très bien dans ce livre, très souvent, nous-mêmes l'avons ramené à sa religion et nous l'avons islamisé dans notre vision de ce monde. On n'a plus vu les peuples. Et vous, ce que vous montrez, c'est cette France du repli. Eh bien, c'est cette France qui, avec la crise de la gauche, avec la crise des universaux, eh bien, c'est ce vieux courant. Au fond, c'est nos vieils adversaires. C'est notre vieil adversaire, celui qui dominait le débat intellectuel avant 40. Parce que certes, il y avait le Parti communiste, certes, il y avait la gauche, mais intellectuellement, littérairement, idéologiquement, qui dominait avant 40 ? C'est cela. Bon, il a fallu une catastrophe européenne, et non des moindres, pour qu'il soit un peu rabaisser la tête. Là, il la redresse. Eh ben, à nous d'essayer d'éviter les catastrophes. Et bon, je suis trop long, mais comme souvent. Il y a un terme qu'on n'a pas encore prononcé, qui est pourtant un peu, j'ai l'impression, au cœur de cette France-rance, de cette pensée-rance, c'est l'idée de civilisation, et que notre civilisation, entre guillemets, serait menacée. Est-ce que Jean-Pierre Fillu, vous qui avez fait montrer dans ce livre, effectivement, à quel point le destin du monde arabe et du monde européen sont entremêlés, entrecroisés, vous voyez ça comme ça? C'est-à-dire que, en fait, ce que les idéologues de la France-rance désignent comme la crainte de la fin d'une civilisation, en fait, c'est le constat de la fin d'une domination, de la domination de l'Europe sur le monde. Et que c'est ça, non, qui leur fait peur? Je crois qu'au-delà de la conception géopolitique, il y a un vrai malaise, une vraie angoisse. Je crois que leur trouble n'est pas fin, y compris quand ils se somatisent dans différentes gestuelles que nous connaissons désormais bien. Je crois qu'ils ont peur parce que c'est un nouveau monde. Et ce monde, en effet, ils en refusent la réalité. Hein. Je souscris pleinement à l'idée que nous sommes face à des idéologues qui veulent donc imposer un écran pour que nous ne voyions pas cette réalité. La réalité, c'est que la France est diverse. La réalité, c'est que ça fait 2 siècles qu'entre les Arabes et la France, ça ne cesse d'aller et de venir. Et que l'idée qu'on pourrait demain, je ne sais, nous retirer dans quelques tours d'ivoire est tout simplement absurde. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle se part des oripeaux du réalisme, alors qu'il n'y a pas plus négation du réalisme. Mais il faut faire attention, les néoconservateurs aussi étaient des idéologues, ils nous ont amenés à la catastrophe, à la mère des catastrophes, comme Saddam Hussein disait, la mère des batailles. La mère des catastrophes, c'est quand même l'invasion de l'Irak, qui est largement la cause de la plupart des horreurs que nous vivons aujourd'hui. Mais si on parle de civilisation, évidemment, on pense à guerre des civilisations. Alors moi, personnellement, comme historien, je suis désolé, je vais peut-être me faire taper sur le doigt par mes collègues, mais je n'ai jamais croisé de civilisation. Je ne sais pas ce que c'est qu'une civilisation comme objet historique. Il y a différents autres concepts qui s'appliquent, mais ce qui est certain, c'est que des civilisations qui se font la guerre, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc, on est dans une construction, d'ailleurs, comme d'habitude, un article qui n'a jamais été lu par ceux qui le citent, de Bernard Lewis, qui était beaucoup plus complexe que ça, qui d'ailleurs avait du mal à faire rentrer le monde entier dans une liste de civilisations parce que ça ne marche pas. Et donc, de toute façon, on se moque du clash des civilisations. La seule chose qui compte, c'est l'islam contre les autres. Donc c'est là où on rejoint l'islamisation des Arabes dans le débat français. Donc on ne parle plus de peuple et on parle d'une religion. Donc on essentialise, on décroche du temps. Donc on est là à se dire, est-ce que l'islam ceci, est-ce que l'islam cela? Moi c'est pareil, l'islam je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais rencontré que des musulmans. Et comme disent des intellectuels bien plus férus que moi, l'islam c'est ce que les musulmans pratiquent. Point. Et ce n'est pas la peine d'aller chercher dans le Coran ou dans les uns ou dans les autres des explications à ce qui se passe concrètement, sauf à tomber dans la chimère et les effets de miroir, qui sont exactement ceux que les idéologues d'un côté et les djihadistes, pour faire simple, de l'autre, nous opposent. Et on voit bien que ce jeu à somme nulle pour la démocratie fonctionne aujourd'hui à plein. Et ça, c'est inquiétant. Comment vous expliquez, Jean-Pierre Fillu, qu'il y a une telle crispation européenne sur les musulmans d'Europe, alors qu'il y avait un ouvrage récent de la sociologue turque Nilüfer Göle qui montrait qu'il y avait au fond à la constitution d'un problème musulman pour de nombreux intellectuels politiques européens, alors que l'histoire migratoire, l'histoire de la présence des musulmans sur les sols des différents pays était très différente. En France, on a une vraie histoire coloniale. En Allemagne, ce n'est pas le cas. Donc comment ça se fait qu'il y ait la constitution d'un problème similaire avec
des histoires, des récits nationaux, des modes d'intégration si différents? Là encore, on est dans l'idéologie. Et là, je m'aventure sur des terrains européens qui ne sont pas les miens, vu que moi, je suis plutôt au sud de la Méditerranée. Mais j'ai la conviction profonde, y compris comme citoyen, que si on parle autant des musulmans aujourd'hui, c'est justement parce que l'intégration non seulement est réussie, mais elle est derrière nous. Et que ceux qui luttent contre ce problème musulman, eh bien, ils veulent défaire l'intégration. Ils sont fondamentalement opposés à ce qu'on a appelé le vivre ensemble, à défaut d'autres catégories. Parce que cette intégration ne s'est pas faite selon leurs règles. Elle s'est faite selon les règles d'une société qui est beaucoup plus ouverte qu'on ne veut le croire, et en tout cas que ces intellectuels veulent le représenter, entre autres, pour mettre les pieds dans le plat, par l'intégration sexuelle et la mixité sexuelle. On n'est pas du tout dans des modèles endogames, mais on est dans l'exogamie avec tout ce que ça implique, comme pour les vagues d'émigration ou d'installation antérieures. Alors on voit bien que dans la hantise de l'angoisse existentielle et identitaire, il y a, et ça nous ramène aux années 30, la hantise du métissage. Et là, je n'ai pas besoin de faire de psychanalyse de bazar. Vous êtes d'accord avec ce constat de la hantise du métissage? Oui, il y a une autre particularité française, c'est que derrière cette peur du déclin de la France, il y a aussi la peur du monde anglo-américain. Parce qu'il y a une crainte qui est fondée sur une réalité, c'était qu'autrefois, et si on remontait vraiment dans le passé, l'Europe entière parlait le français. Le français était la culture française était la culture dominante. Et si on regarde dans la longue durée, c'est vrai que le français a été remplacé par l'anglais. Et il y a la crainte d'une double domination, c'est-à-dire qu'une domination culturelle du monde anglo-saxon et aussi une domination économique. Parce qu'anglo-saxon, très souvent dans le discours français, veut dire économie de marché, néolibéralisme, et c'est vrai dans une très large part. Et je suis frappé par le fait que dans cette tentation de repli dont je parle dans le livre, il y a aussi cette crainte que la France soit au XXIe siècle dominée par une nouvelle civilisation qui est la civilisation anglo-saxonne. Et vous, en venant, excusez-moi, à la fois de l'île Maurice et de Grande-Bretagne, c'est-à-dire deux territoires qui quand même assument un peu plus leur multiculturalisme, comment est-ce que vous regardez la France? Enfin, comment est-ce que la France est regardée depuis ces territoires? Comme un archaïsme, comme une curiosité, comme quoi? Sur ce rapport-là. Au niveau de sa notion de citoyenneté, je pense qu'il y a un très grand contraste. C'est-à-dire que la France reste très unitaire dans sa conception de la citoyenneté. Elle n'accepte absolument pas le multiculturalisme, bien que ce soit dans les faits une réalité, alors que dans le monde anglo-américain, le multiculturalisme est une évidence. Alors, le monde anglo-américain ne comprend absolument pas la querelle sur le voile, par exemple. C'est quelque chose d'incompréhensible. Parce que, et là je reviens en partie à l'analyse de mon livre, parce qu'il semble que la France, là-dessus, comme sur beaucoup d'autres choses, raisonne à partir de schémas. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à ce que sont les musulmans vraiment. La semaine dernière, je lisais dans Le Monde, sur la première page, qu'il y a entre 2 et 5 millions de musulmans en France. Ah bon? On n'a pas moyen de savoir s'ils sont 2 millions ou 5 millions? C'est extraordinaire quand même. Non, je pense qu'un danger qu'il faut éviter, c'est à notre tour d'essentialiser la France. Il faut aussi lire Mediapart, il faut aussi lire ceux qui ont le même point de vue que les anglo-saxons, qui ne comprennent pas, tout en étant français, les crispations sur le voile, qui écrivent des livres en défense des musulmans quand ils sont persécutés, et qui ont cet imaginaire, moi je le dis tout le temps, et Mediapart l'écrit, nous sommes un pays multiculturel et on devrait affirmer dans notre Constitution qu'on est un pays multiculturel et pas brandir à la manière d'un crucifix face à Satan le mot communautarisme dans cette affirmation qui est simplement le constat de ce que nous sommes. Et là, on est au cœur d'un problème. Si ces intellectuels idéologues, et donc de ce point de vue si peu intellectuel, c'est-à-dire un intellectuel, normalement, c'est quelqu'un qui est là pour produire des déplacements, pour produire des questions, pour faire surgir des documents, des connaissances. Ce n'est pas un publiciste. Bon.
Donc si ces publicistes occupent tant de place, c'est en proportion, et là c'est notre vrai problème, de la faiblesse de l'imaginaire politique, du discours politique. Il y a, depuis le tournant de la fin des années 80, début des années 90, il y a, et notamment à gauche, mais aussi à droite dans la droitisation ou l'extrémisation de l'ex-droite républicaine, il y a un piétinement. Il y a un piétinement. Regardez la crise des migrants. Vous allez en parler tout à l'heure. Mediapart, avec d'autres journaux, a fait Open Europe tout l'été, montrer des Français qui sont solidaires, qui aident, qui accompagnent. Et il faut cet événement des photos pour que le président se réveille, convoque les ministres. Il n'y a pas eu en 2 mois et demi une parole forte. Un pays, c'est une parole. On peut critiquer Barack Obama et être déçu sur certaines audaces qu'il n'a pas eues. Mais les États-Unis d'Amérique retiendront une extraordinaire pédagogie politique dans ses discours, une grande hauteur. Et oui, on peut même critiquer Angela Merkel, et ça peut nous arriver, bien sûr, et constater que là, il y a eu une parole politique. Excuse-moi, Angela Merkel, elle l'a eu dès janvier. C'est-à-dire ce qui ne s'est pas passé en France, où on a hélas voulu transformer janvier 2015 en septembre 2001, avec la politique Sophir, la politique de la peur, la loi de surveillance généralisée. Angela Merkel, je te le rappelle, l'a fait tout de suite. Face à Pegida, qu'a-t-elle dit en janvier que nous n'arrivions pas à entendre, mais même l'ébauche de cela dans la bouche de Manuel Valls ou de François Hollande? Elle a dit « l'islam appartient à l'Allemagne ». Elle l'a dit dès janvier. Elle a eu cette phrase. Et nous sommes un pays, l'océan Indien a été le lieu de toutes ces relations, et Maurice, la France, la Grande-Bretagne et bien d'autres pays et cultures se sont mêlés là-bas. J'étais à La Réunion, la plus vieille mosquée France, parce que la France a des outre-mer. C'est là où on a le problème de son rapport au monde. Elle devrait se dire, bah oui, si on a ces outre-mer de la Nouvelle-Calédonie à la Guyane, etc., il faut en faire quelque chose dans notre imaginaire. À La Réunion, il y a une mosquée. Elle est de la fin du 19e siècle. C'est la plus ancienne mosquée française. Elle est au cœur de la ville. Elle a été inaugurée officiellement avant la loi de 1905. Le muezzin à Saint-Denis de La Réunion, et c'est un vrai, c'est pas un disque, donc il est beau, eh bien, à 18h, vous l'entendez dans toute la ville, et il accompagne le coucher du soleil. Alors, si le Front National, la droite, d'autres diront, si on dit, mais on va donner l'indépendance à La Réunion parce que le muezzin, il faut dire, non, c'est la France. Ah ben oui, la France, elle est comme ça. On a fait, dans la folie française, on a un 100e département qui s'appelle Mayotte. On a démembré un archipel, les Comores, avec ce petit bout de terre. Mais il est totalement musulman, à 85. Bon, donc... Et la charia s'y applique. Voilà, et voilà, donc nous sommes dans cette histoire-là. Donc nous avons un vrai problème de la pauvreté. Et ça interpelle notre génération, car c'est notre génération, pour moi, qui est 63 ans, qui est aux affaires, de la pauvreté de leur imaginaire politique. Parce qu'il suffirait, et je le crois, il suffirait que la parole soit déjà au niveau de la réalité du peuple, de la réalité que nous décrivons à Mediapart, dans ses attentes, dans ses souffrances et dans ses espérances, pour que ça débloque. Peut-être suis-je trop optimiste, mais je crois. Allez, Tvarge. Non, moi je souscris complètement à ce terme faiblesse de l'imaginaire politique pour dire quelque chose qui est un mot qui n'a pas été dit ici, qui est le mot émotion. Ce qui me frappe vraiment, c'est qu'il faut la photo du Monde ce soir pour que tout le monde... Je vous interromps. Il faut que cette photo, et nous l'avons vu tous en temps et en heure sur les réseaux sociaux, soit dans toute la presse mondiale, pour que la presse française ce matin se réveille en disant « mais nous on l'a loupé oui, ». Et que sûr. Du coup le monde la mette. Je dis juste ça. Non mais au passage, tu as raison, pour dire aussi. Mais ce que je veux dire, c'est quelque chose qui moi m'importe énormément, même dans ma discipline, c'est que dès qu'il s'agit de parler d'émotions collectives ou d'émotions, il est évident que de tout de suite, c'est presque un tabou. On peut parler d'une émeute. Bon, ça c'est clair. D'un désordre. D'un désordre social. Et tout ce qui fait partie de ce monde-là, de l'émotion, alors en plus, quand on est une femme comme moi, c'est
très très vilipendée parce que forcément une femme est émotive, etc. Mais ça, c'est pas grave encore, on peut se débrouiller avec ça. Mais ce que je pense, c'est que je crois que personne ne comprend. Enfin non, j'exagère, parce que ça voudrait dire que je serais toute seule à comprendre. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent que même l'économie, que même les structures et les mécanismes les plus stratégiques, même les philosophies les plus dures et comment dire, toutes les institutions qui nous dirigent, qu'elles soient de la justice, qu'elles viennent des institutions de la présidence de la République, etc., sont mues par l'émotion, mais que jamais elles le diront, et que ces émotions, elles ne seront jamais caractérisées, et qu'il y en a des catégories immenses, et que jamais personne ne travaillera là-dessus, parce que c'est vraiment le sujet le plus tabou qui existe, parce que ça veut dire être dominé par un irréalisme et par un irrationalisme qui, de toute façon, fausse la vérité et le réel. Or, le réel, c'est quoi ? C'est quoi? C'est la pensée. Et la pensée, c'est quoi? Et je ne pense pas au cognitivisme, parce que moi, il me fatigue un peu la tête, parce que c'est compliqué. Mais je veux dire que c'est quoi la pensée? C'est être mu par un imaginaire, un désir, une intelligence, et l'émotion, elle fait partie de l'intelligence. Elle est ce qui fait mouvoir l'intelligence. Elle n'est pas faite pour pleurer, comme pense tout le monde. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort dans l'idée que personne, comme moi, j'ai vu aucun livre, plein de livres sur les émotions, puisque c'est la mode en ce moment en histoire, mais qui puisse être capable de nous dire, oui, l'économie, si, Martha Nussbaum, qui a écrit un livre absolument magnifique sur les économistes et l'émotion. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui, si on doit être optimiste, c'est de partir de là. Merci beaucoup, Arlette Farge. Merci beaucoup à tous les quatre. On va vous faire entendre un témoignage justement qui a été publié sur Mediapart pendant tout l'été. Dans le cadre de cette opération Open Europe, il y a eu un journaliste, Patrick Artignan, qui s'est promené en France et qui a essayé de voir comment des initiatives associatives ou individuelles étaient à l'exact opposé justement de ce discours politique dont nous venons de parler, qui est un discours de peur, de fermeture face à une invasion, face au péril. Il a rencontré cette jeune femme qui s'appelle Nathalie, on va l'écouter pendant 5 minutes, et qui, à sa façon, comme elle peut, avec ce qu'elle peut, concrètement, tous les jours, aide ces gens qu'on appelle migrants ou réfugiés. Et ensuite, il y aura un plateau où, ici, à Mediapart, nous entendrons justement 2 réfugiés syriens. Donc, vous pourrez entendre directement leurs paroles sans filtre. Nathalie.